La guitare était mon instrument depuis l'âge de 8 ans et que quand je suis rentré à l'école normale à 14 ans, j'ai eu ma licence de concert à 19 ans. Donc ça, c'était évidemment toute une très grande partie de ma vie. Néanmoins, par les traditions familiales, j'avais toujours une grande attache vers le cinéma, vers le cinéma musical aussi, parce que mon oncle avait joué dans les musicales de Jacques Demy. Mon père avait été l'assistant de Jacques Demy. Donc j'avais toujours été... voilà. Et puis la musique de film, en général, toujours mes premiers vinyles, les musiques de film datent de l'époque de, je sais pas, 7-8 ans. Hein, et puis voilà, j'ai toujours une belle collection. Il est bien certain que quand j'ai décidé plutôt que la carrière de guitariste classique ne me permettrait pas de vivre que des concerts, ce que j'ai vite pu déterminer et avec raison, là je me suis dit c'est un instrument, c'est un peu comme une femme qui nous aime pas, c'est-à-dire que je vais donner toute ma passion, mais elle va pas me rendre toute la passion, tout l'épanouissement que j'y attends. Et donc j'ai décidé, mais vraiment du jour au lendemain, aux grandes dames d'ailleurs de tout mon entourage qui me disaient tu travaillais toutes tes gammes, on t'en allait même l'après-midi, en l'été, et maintenant tout d'un coup tu décides de... Je dis mais je crois pas que j'ai perdu mon temps, au contraire, je pense que j'en ai peut-être au fond, parfois pour arriver à son chemin, on prend des chemins de traverse et puis on y arrive. Et c'est vrai que quand j'ai fait les choristes, ça m'a donné vraiment l'impression, là pour le coup, d'être vraiment à ma place. C'est-à-dire ne mettant pas du tout la musique de ma vie, parce que quand on est musicien, enfin quand on est EST, on le reste. Et donc même si on ne le pratique plus à un niveau, on va dire, d'interprétation, de composition, de façon seulement restrictive, on le reste malgré tout. Et puis surtout, j'ai toujours eu dans mes films l'ambition de films qui m'intéressent. Je suis toujours déçu quand il n'y a pas un thème, par exemple, quand il n'y a pas, quand c'est que des playlists. En plus, la mode des playlists est venue des États-Unis il y a une vingtaine d'années et a pris une ampleur où maintenant on a, disons dans le pire des cas, je dirais qu'on écoute la playlist préférée du compositeur, du réalisateur, et qu'effectivement de mettre, bah oui, si un type sort du métro Trinité et puis tu mets du Lou Reed ou tu mets un requiem de Mozart, oui, bah ça marche toujours, hein, bien sûr, il n'y a pas tellement de problème, même sur des plans, mais c'est vrai que mon obsession a toujours été, moi, de travailler avec un compositeur, je vais dire un truc, voilà, un compositeur qui sache écrire la musique. Ce qui peut paraître pléonasme, mais qui ne l'est pas forcément de nos jours. Voilà. Il y a quand même une tendance à commencer à trouver que tout ce qui est compositeur de musique originale va avoir forcément un côté conventionnel. Voilà. À partir où on en a quelque chose, j'exagère un peu, hein, mais qui est fait avec des briques et des bruits de glaçons et tout, on va trouver que c'est très touchant. Et dès qu'on va faire une musique très, entre guillemets, très, très bien écrite, très bien produite, on dirait que c'est presque ça devient une circonstance aggravante. On ne s'est pas connu pour la Nouvelle Guerre des Boutons. Christophe, Non, il m'a parlé, et je me souviens, c'était quand j'ai fait une rondelle à fait le printemps. Exact. Donc je l'ai rencontré dans un festival, il m'a croisé et il m'a dit c'est toi qui as fait Nouvelle Guerre des Boutons, n'est-ce pas? Je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit un jour on se retrouvera. Ouais, voilà, comme ça. Savais, moi, je savais. Je dois avouer qu'avec Philippe, on a un dialogue qui nous permet maintenant, ça qui est agréable, voilà, si jamais il y a quelque chose que je trouve qui ne marche pas, ou alors on est sur une fausse piste, je peux lui dire, en prenant mon téléphone, et lui dire tiens, il y a une fausse piste, parce qu'évidemment, quand on ne se connaît pas bien, ou alors quand on se craint, ou alors quand on n'a pas trouvé un langage commun, quand il y a une espèce de défiance, comme ça, on va dire, ah, il va falloir que je l'appelle pour négocier, que ce soit avec moi pour je sais pas, même pour un chef-op ou pour un scénariste avec qui je travaille, quand je suis pas content, ce qui est affreux, enfin, je sais pas que je suis pas content, disons que quand quelque chose que je sens pas, ou qui selon moi marche pas, c'est qu'on n'a pas besoin de se parler, de se flatter une demi-heure pour pouvoir in fine placer le truc qui passe pas, quoi. Il n'y a pas cette espèce de négo. C'est ça qui est bien, c'est que moi, combien de fois je dis ah, écoute, il y a plein de choses bien, et puis on attend toujours le mais. Ouais, oui, alors que là, les choses bien, en plus, on les sait assez vite. Le fait d'avoir un réalisateur musicien, ça peut être un piège évidemment quand le réalisateur a pas de, est refermé sur ses idées, n'attend pas, ne fait pas confiance, ou il peut être bloqué sur quelque chose, avoir tellement réfléchi en amont sur quelque chose que du coup on n'ose pas proposer autre chose parce que c'est. Alors que là, avec Christophe, à un moment donné, j'avais eu quelques idées de concept, et puis il a eu peur que ça me bloque, et il a eu l'intelligence un jour de m'appeler et de me dire écoute, j'ai réfléchi, j'aurais peut-être pas dû te parler de toutes ces choses-là, vis, fais, j'ai réécouté tes musiques, parce que Christophe, l'avantage c'est qu'il connaît beaucoup. C'est pas quelqu'un qui vous appelle parce que tout d'un coup il a vu votre nom sur une affiche.
il connaît tout ce que j'ai fait. Et quand il lui manque un morceau, il m'appelle pour me dire ah, j'ai pas ce morceau, tu peux me le donner. Donc c'est assez touchant et en même temps c'est assez intelligent parce que peut-être que s'il n'avait pas connu tout ce que j'avais fait, on a fait la nouvelle Gare des Boutons ensemble, il se serait dit Philippe, voilà, c'est ça, c'est les pics, c'est le grand orchestre, c'est l'acoustique. Là, je veux un truc plus électronique, je suis pas sûr que. Mais il connaît tout. Donc, il a vu que dans la maison, il y en avait un peu, ou il a dû le voir dans d'autres musiques. Même si c'était pas aussi important, la part de l'électronique n'était pas aussi importante, elle n'a jamais été autant que dans ce projet. Mais les petites choses qu'il a pu entendre, et là encore, je rejoins ta question de tout à l'heure, le fait qu'il soit musicien, peut-être que sûrement, il a dû déceler que là-dedans, il y avait des choses, des potentiels que peut-être un autre réalisateur qui n'est pas musicien n'aurait peut-être pas décelé. J'étais parfois sur des indications, des illustrations un peu, un peu peut-être sinon directif, voire peut-être même figé, je ne sais pas. Mais après, c'est l'intelligence qu'on a entre les deux, puis savoir aussi que c'est pas une lubie, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose d'un peu réfléchi, et puis ça permet aussi parfois, tout simplement, d'avoir une idée de base. Si tu veux réussir dans ce boulot, il faut changer ton échelle de valeur. En bas de 100 000 €, c'est beaucoup. Vu d'ici, que dalle. On parle de 30 milliards. Quand vous me demandez des explications, je vous les donne, non? C'est très bien qu'elles sont pourries, tes explications. Ah ouais, alors pourquoi mes chefs les valident? Un type qui risque 15 millions quand il est limité à 2, tu sais ce qu'on en fait? Vous allez me virer? Je monte ta limite de spiel à 5 millions. J'ai joué à me rendre malade. Et je veux plus vivre ça. Estimez-vous que les contrôles ont été défaillants? Pour la seule année 2007, on a envoyé 74 alertes au sujet du compte de Jérôme Kerviel. Et comment s'expliquer que personne ne s'en soit aperçu? Je me l'explique pas. Kerviel, c'est l'eau, c'est le vent, c'est le rock, donc c'est acoustique nécessairement, puisque ce sont les éléments primaires. Et en même temps, on est exactement à la défense dans l'entièrement création. On crée des produits, on crée des immeubles, on crée des marchés. On crée un monde sur lequel on appuie par petits boutons, donc c'est digital. Cette texture plus dissonante, plus électronique, plus pâteuse, vient le happer, alors qu'il est, comme tu dis, dans la nature, au bord de mer, avec des cordes, un tin whistle, une harpe, un piano, tout va bien. Et puis tout d'un coup, cette noirceur arrive comme une nappe, comme une espèce de venin. La musique traduit le summum de la folie dans laquelle il s'est enseveli. La difficulté pour moi au départ, c'était de créer une ouverture, parce que j'avais envie de faire ça en fait. J'avais envie de faire une ouverture, parce que le film commence par une ouverture. Il n'y a pas un générique, et puis le film commence. Non, on est immergé totalement. Et c'est une longue séquence, et dans cette séquence, c'est la musique qui vraiment soutient, parce qu'il n'y a pas vraiment de dialogue. Hein, on entend des choses, mais elles ne sont pas définies exprès. On entend des ambiances, on entend des gens qui parlent, on entend plutôt un univers sonore plus que des dialogues. Et donc la musique devait faire une sorte d'exposition. Et donc je me suis dit, comme à l'opéra, on pourrait faire une ouverture où dans cette ouverture, on trouverait des cellules qu'on pourrait après retrouver plus tard. Et ça, Christophe aimait bien cette idée. Et le challenge, c'était en fait de trouver ces motifs, bien que cette scène d'ouverture ne donnait pas la place à développer vraiment un thème pour Arthur, pour Jérôme, pour la banque, enfin, c'était des condensés chaque fois. Donc j'ai essayé de faire un peu le motif avec les accords, tu sais, majeur-mineur sur une pédale au début, qui représente un peu la Société Générale, la banque, ou la menace de l'exécutif, voilà, ces accords un peu dissonants qu'on trouve au début. Après, on a, quand Jérôme arrive quelques temps plus tard, on a le motif de Jérôme, qui est un thème, qui est une petite cellule, mais j'avais très peu de temps pour l'exposer, parce que tout de suite ça s'arrête. Mais en fait, Christophe a su le déceler. Je me souviens très bien, il m'a appelé, il m'a dit, mais dis-moi, à la fin, quand tu as Jérôme, ce petit truc-là, ce serait pas un début de thème, ça, par hasard, me dit-il. Et pof, je me suis dit, bah voilà, il a totalement compris, mais j'avais pas le temps d'exposer. Donc, est-ce qu'il va le ressentir ou pas? Je ne savais pas. J'ai toujours le sentiment que le thème de Jérôme, en tout cas son univers sonore, devait être comme une espèce de boucle, comme lui-même était obsédé, c'était un ordinateur, son cerveau s'éteignait jamais, il était dans une boucle, et c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on a toujours l'impression d'une espèce de boucle qui arrive, et qu'à la fin justement elle trouve toute
toute sa folie dans la scène finale du dernier jour. Et justement, précisément, la dernière musique est très, très adagio et donne justement l'impression de voilà, que enfin on a trouvé un apaisement d'une certaine façon, que sa chute relève plutôt que de quelque chose d'apaisé que de quelque chose de catastrophique. Quand je sors d'un film, j'ai envie de m'acheter le disque, quoi. C'est ça pour moi la réussite de la musique. En fait, j'ai pu le ramener à plein de choses. Finalement, ma seule preuve, c'est ça. C'est comme quand on aime vraiment un film. Si vous le conseillez, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de le revoir avec sa femme, on a envie de le revoir avec sa tante, on a envie de le revoir avec sa mère, avec sa fille. C'est le revoir. Hein. Et moi, la musique, c'est celle que j'ai envie d'acheter. Christophe est un amoureux du souvenir, de la signature musicale des films.